Vous écoutez le balado des bibliothèques de Laval, une histoire au bout du fil. Nous vous invitons à découvrir des anecdotes, des histoires touchantes et poèmes d'espoir par vos auteurs préférés. Plongez maintenant dans l'univers de Francine Ouellette. Sa tante Alexina, assise dans sa chaise berçante, racontait de surprenantes histoires. Le lac du Cerf. Je suis né à Montréal d'un père natif des Hautes-Laurentides. Selon le dicton, on peut sortir un gars de la campagne, mais pas la campagne d'un gars. Il en était ainsi de mon père. Je devais avoir environ 8 ans quand il nous a amenés chez de la parenté à lac du Cerf. Ça, c'est dans la région de Mont-Laurier, là où le petit train du Nord de Félix a perdu le Nord. À l'époque, l'endroit était colonisé depuis pas tellement longtemps, puisque l'électricité n'est arrivée au village qu'en 1955. Imaginez, des routes de terre, une église en bois, un magasin général, un restaurant servant ainsi de bureau de poste et un garagiste qui ferrait encore des chevaux à l'occasion. Ça me faisait penser au village de Séraphin. Aujourd'hui, le magnifique lac du Cerf est un lieu de villégiature hautement prisé. Enfant, j'étais vraiment timide. J'aurais bien aimé être invisible comme dans l'émission L'Homme invisible. Lui, on ne l'apercevait que lorsqu'il décidait de s'envelopper de bandelettes. De cette façon, à volonté, j'aurais pu être parmi les gens sans qu'ils me remarquent. Je parlais peu, mais j'écoutais beaucoup. Lors des vacances d'été, une maison sans eau ni électricité nous servait de chalet. Contrairement à ma mère, pour nous les enfants, c'était excitant d'aller chercher de l'eau avec un bidon et de voir allumer la mèche de la lampe à l'huile une fois la noirceur venue. On était aussitôt plongés ailleurs, et le lendemain matin, ça nous faisait rire de voir les dessins que nous avions coloriés avec les mauvaises couleurs, l'herbe en bleu, des cheveux en rouge. Certains soirs, mon père allait visiter sa tante Alexina, qui avait déjà été sage-femme et connaissait les remèdes indiens. Dans sa très modeste maison, on y veillait aussi à la lueur de la lampe. Sitôt la mèche allumée, j'étais transportée dans un autre monde. Assise dans sa chaise berçante, la tante Alexina racontait. Au son du cric-crac des barres sur le plancher de bois, sa voix éraillée parlait d'un médecin qu'elle avait déjà secondé lors d'accouchement. Il se déplaçait en traîneau à chien en hiver et soignait souvent pour rien ou encore en échange d'œufs, de bois ou de quelques services. Dans le temps, l'assurance maladie n'existait pas et faire venir le docteur coûtait très cher. On l'appelait le médecin des pauvres et j'aurais tellement aimé le connaître. Elle parlait aussi du curé de la paroisse dont tout le monde semble avoir peur. Il ne fallait surtout pas arriver en retard à la messe, sinon il nous apostrophait du haut de la chaire. Il veillait aux bonnes mœurs de ses brebis et une affiche de la fabrique au magasin général interdisait même aux femmes et aux fillettes de se présenter au village avec des manches ou des culottes courtes, sous peine d'une amende de 5 $. 5 $, ce qui était beaucoup à l'époque. On l'appelait Monsieur le curé en baissant la tête. Et puis, la tante Alexina parlait des sauvages, pour qui la forêt n'avait pas de mystère. De sa part, c'était sans mépris. C'était simplement le nom qu'elle avait appris. Bon, tout comme moi d'ailleurs, ou dans les manuels scolaires, on l'écrivait avec un S majuscule. Il en restait quelques-uns dans le bout qui vivotaient sur des terres, tout en s'adonnant au trapage et au guidage. L'un d'eux devait prendre la route devant la maison chalet pour aller faire ses commissions à pied au village. Il allait vite, sans nous regarder. Lui aussi semblait timide. Ça nous faisait un point en commun. On l'appelait le sauvage, et je me demandais si ses ancêtres avaient été les méchants qui avaient torturé les missionnaires. Tranquille dans mon coin, sans savoir, naissaient dans mon esprit les personnages principaux du nom du Père et du Fils. Plongez maintenant dans l'univers de Francine Ouellette. Car savez-vous que dans son roman « Au nom du Père et du Fils », plusieurs tabous ont éclaté au grand jour. L'inspiration. On me demande souvent comment me viennent les idées. C'est vraiment difficile à dire, mais dans mon cas, une idée n'est pas subite, comme la petite lumière qui s'allume dans les bandes dessinées. Chez moi, la plupart du temps, les idées viennent de loin et d'un peu partout. Elles sont comme des semences lancées à pleine poignée dans mon jardin d'autrice. Ce sont souvent des récits, des images, des goûts,
des sons, des odeurs, des lectures. C'est vraiment varié. Plusieurs semences n'ont rien donné, d'autres ont germé, comme l'idée des personnages principaux d'Au nom du Père et du Fils, soit celle du curé dominateur, du médecin des pauvres et du sauvage, inspirée par la grande-tante Alexina, qui racontait au cric-crac de sa berceuse sur le plancher de bois. Ces personnages-là, ils sont tombés dans le terreau de mon enfance pour s'y implanter et se développer avec moi. Ils m'habitaient. Et à vrai dire, je n'ai pas entrepris de recherche à proprement parler, car elles se sont faites au fil du temps en côtoyant et en écoutant les gens de la région de Mont-Laurier, où j'ai renoué avec mes racines depuis fort longtemps. Souvent, c'étaient des aînés. En me racontant leur vécu, ces personnes me transmettaient leur savoir et leur version de l'histoire en pays de colonisation. Celle qu'on ne raconte jamais dans les manuels d'enseignement, celle de tous les jours, celle de la vraie vie, et aussi celle dont il vaut mieux ne pas parler. De ces histoires-là, qu'on a tues pendant longtemps, on m'en parlait, parfois avec la larme à l'œil, parfois avec le poing serré. On aurait dit que là, plus que partout ailleurs, la grande noirceur s'était attardée et que le temps s'y était arrêté à l'époque des pionniers. Je crois vraiment que chaque être humain pourrait faire l'objet d'un livre, car chacun est passé par la gamme des sentiments. Chacun a connu des bonheurs et des malheurs, réalisé des rêves et traversé des épreuves. Les histoires personnelles sont universelles. En écrivant Au nom du Père et du Fils, j'avais vraiment l'impression d'assembler une courte pointe avec toutes les histoires et tous les témoignages que j'avais entendus. Aucun des personnages du roman n'a existé comme tel et pourtant ils sont tous authentiques, tous créés à partir du vrai monde et basés sur des faits réellement vécus. Et lors de mes rencontres en bibliothèque dans la région du Québec, ces personnages-là étaient souvent identifiés à des personnes ayant existé dans leur milieu. Je n'avais exercé aucune censure, soulevant ainsi plusieurs tabous, dont la pédophilie d'un prêtre, l'ostracisme envers les Autochtones et la répression qu'exerçait l'Église envers les femmes en les obligeant, entre autres, d'être enceintes année après année, sous peine de mettre leur famille à l'index et d'être vouées aux flammes éternelles. C'est sans doute parce qu'il contenait ces choses, dont il vaut mieux ne pas parler, que le manuscrit d'Au nom du Père et du Fils a été refusé par toutes les maisons d'édition, sauf la dernière, c'est-à-dire les éditions La Presse. Leur audace fut récompensée. Paru en 1984, le roman est vite devenu un best-seller. Une télésérie de 13 épisodes d'1 heure fut portée à l'écran en 1993 par les productions Claude Héroux, fracassant les codes d'écoute d'alors avec 2 225 000 spectateurs. À cet endroit, on a crié au scandale et suggéré de brûler le livre. De son côté, l'excellent comédien Pierre Chagnon fut malheureusement catalogué au curé dominateur qui l'interprétait. Par contre, suite à la télésérie, des langues se sont déliées et les scandales de pédophilie au sein du clergé ont éclaté. Et dire que tout cela est parti de ce que racontait la vieille Alexina à la lueur d'une lampe à l'huile. Plongez maintenant dans l'univers de Francine Ouellette et son rêve de devenir autrice un jour. Découvrez toute l'importance qu'a eue sa première lectrice et son amie Monique. Mon amie Monique. À l'école, j'étais la fillette timide qui ne parlait à personne et à qui personne ne parlait aussi. J'aurais bien aimé me faire une amie, mais je ne savais pas comment. Ou plutôt, je n'osais pas. C'est elle qui a su. Elle s'appelait Monique. Elle avait de grands yeux noirs curieux et le rire facile. Je l'intriguais parce que je n'étais pas comme tout le monde. Définitivement pas, maintient-elle encore aujourd'hui. Nous étions en 6e année du primaire. Notre institutrice nous avait jumelés, ce qui a donné naissance à une amitié qui perdure encore. Elle était une élève lunatique, la tête toujours ailleurs, surtout lorsqu'il s'agissait des mathématiques. Moi, j'étais très attentive en classe et je devais l'aider à ce niveau. Elle a commencé à m'accompagner au retour de l'école. C'était plaisant de marcher avec elle et de parler de nos vies personnelles en dehors du contexte scolaire. Je lui décrivais le lac du Cerf, dans la région natale de mon père, où nous allions en vacances l'été. Pour elle, c'était nouveau de découvrir cet univers
nés de la colonisation où bûcherons, trappeurs, fermiers, guides de chasse et pêche, ainsi qu'une poignée d'Autochtones se côtoyaient. Nous avons ensuite prolongé nos entretiens les fins de semaine, une fois chez elle, une fois chez moi. Je lui racontais les histoires que j'avais dans ma tête et les personnages que j'inventais. Elle me posait des questions à leur sujet, stimulant mon imagination pour créer la suite de l'intrigue que j'écrivais sur des bouts de papier pendant la semaine. Lors de mon anniversaire, en guise de cadeau, en plus d'une palette de chocolat, elle m'a offert un cahier relié pour y transcrire tout ça. Le chocolat, je l'ai mangé depuis belle lurette. Par contre, j'ai encore ce cahier dans lequel on peut lire ce premier roman, intitulé « Le fou et sa misère ». J'avais dessiné une page couverture et illustré quelques passages du livre qui comportaient une table des matières, une dédicace et la pensée d'autrice qui allait comme suit. Il faut écrire ce que l'on pense et penser ce que l'on écrit. Du sérieux, comme vous voyez. C'est ainsi que Monique est devenue ma première lectrice. Elle m'a fait découvrir Félix Leclerc. Félix, ce qu'il m'a inspiré ce juillet. Ses chansons éveillaient chez moi l'écho du lac des Serres. Je pouvais mettre des visages, des paysages sur celles de la Drave, des colons, de Macpherson, du train du Nord rendu à Mont-Laurier. La poésie et la nature étaient omniprésentes et m'interpellaient. Monique et moi écoutions sans relâche ses albums et nous avons eu la chance d'assister à quelques-uns de ses spectacles. Nous nous sommes également régalés de ses livres, dont le magnifique « Pieds nus dans l'aube » à l'art d'écrire. Avide de culture, Monique m'a entrouvert la porte sur d'autres réalités que la mienne, et de mon côté, je lui soumettais tous mes textes. Très tôt, elle a semé en moi le rêve de devenir écrivaine. Un jour, avait-elle prédit, on verra ton nom sur un livre. Intérieurement, je me disais que c'était trop beau pour être vrai, sans toutefois jamais cesser d'écrire et de rêver. J'avais 37 ans lorsque ce jour est arrivé, avec Au nom du Père et du Fils. Premier roman édité, il est en réalité le 3e que j'ai écrit, après Les ailes du destin et Le Grand Blanc, qui sommeillaient dans mes tiroirs avec d'innombrables lettres de refus. J'avais envoyé un exemplaire à Félix, qui m'a répondu par une lettre que je conserve précieusement et dans laquelle il mentionnait « Aveugle et chaud comme l'amour, ton roman ne finira plus ». Qu'espérer de plus pour me donner confiance et me galvaniser contre les mauvaises critiques? Longtemps, j'ai cru que le rêve inaccessible. Finalement, Monique avait raison. Aujourd'hui, mon nom figure sur mes nombreux livres. Ce balado est réalisé par les bibliothèques de Laval. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.